Les champs de bataille du Moyen Âge étaient impitoyables. Dans la pénombre du matin se dressaient face à face des foules de guerriers vêtus de cottes de mailles et de plaques de fer. On entendait le cliquetis des épées, le martèlement des sabots de chevaux et le sifflement des flèches traversant l'air. Oubliez les duels idéalisés du cinéma. La guerre médiévale réelle était chaotique, cruelle et pleine d'affrontements impitoyables. En un instant, un chevalier en armure brillante pouvait lever son épée pour un coup victorieux, seulement pour être abattu aussitôt par une flèche tirée depuis une cachette. Sur le champ de bataille se rencontraient des chevaliers nobles en armure coûteuse et de simples paysans, ou des mercenaires bourgeois, avec un équipement bien plus modeste. Leurs chances dans un duel direct n'étaient pas égales. Pourtant, au Moyen Âge, il arriva souvent qu'une infanterie disciplinée du peuple parvienne à vaincre une cavalerie seigneuriale supérieure en nombre et techniquement. Car c'était le bon choix d'armes et de tactique qui décidait. Le Moyen Âge dura environ un millénaire, depuis l'époque des guerriers vikings et des chevaliers des premières croisades, jusqu'aux guerres hussites et aux guerres de 100 ans. Et pendant cette période, toute une pléiade d'armes se succéda sur les champs de bataille d'Europe. Des outils les plus simples qu'on pouvait saisir dans une ferme jusqu'aux machines de siège techniquement ingénieuses, tout pouvait servir d'arme dans la lutte pour la vie et la mort. Dans les mains d'un chevalier expérimenté, l'épée devenait un bras prolongé et un symbole d'honneur. Le simple fantassin comptait plutôt sur une lance ordinaire ou une hache tranchante, qui pouvait percer une armure ou fendre un bouclier. Les archers et arbalétriers semèrent la destruction à distance, et leurs salves de flèches décidèrent parfois de la bataille avant que les armées n'aient eu le temps de s'affronter face à face. Les forgerons et armuriers inventaient de nouvelles idées. Ils fixaient par exemple des haches ou des crochets sur de longs manches, créant ainsi des hallebardes et autres armes combinées, qui changeaient encore la façon de combattre. Et tandis qu'en plaine résonnèrent les armes dans les affrontements directs, les combats pour les châteaux et fortifications n'étaient pas moins acharnés, où s'employaient échelles, béliers ou catapultes de siège capables de lancer pierres et autres projectiles. Que se cachait-il dans l'arsenal du guerrier médiéval? Quels instruments mortels régnaient sur les champs de bataille du haut Moyen Âge jusqu'à l'avènement de la poudre à canon? Dans cette vidéo, vous apprendrez tout sur les types d'armes utilisées dans les batailles médiévales, des épées légendaires aux haches de guerre et masses d'armes, longues lances et hallebardes, arcs et arbalètes, jusqu'aux machines de siège et premiers canons. Dans un moment, nous révélerons les secrets de chacune d'elles, comment elle fonctionnait, qui l'utilisait, et comment elle influença l'histoire des guerres. Partons donc ensemble sur le champ de bataille médiéval, et découvrons avec quoi les guerriers d'alors se battaient pour la victoire. L'histoire est pleine d'affrontements célèbres où l'armement joua un rôle. Par exemple, la bataille de Hastings en 1066, où contre les chevaliers normands se dressèrent des guerriers anglo-saxons avec d'énormes haches, ou la bataille de Crécy en 1346, où des milliers de flèches d'arc long dispersèrent l'attaque des chevaliers français, ou la prise de Constantinople en 1453, lors de laquelle d'énormes canons de l'Empire ottoman brisèrent définitivement les murailles médiévales. De tels jalons montrèrent à quel point l'innovation dans l'armement pouvait être décisive. La bataille de Towton, 1461, pendant la guerre des Roses anglaises, est considérée comme la bataille la plus sanglante de l'Europe médiévale. En une seule journée, plus de 20 000 hommes y périrent sous une tempête de flèches, lances et épées. Cela illustre aussi à quel point l'armement médiéval pouvait être destructeur quand s'affrontaient deux armées déterminées. Aucune représentation du guerrier médiéval ne saurait se passer de l'épée. L'épée était l'âme du chevalier, son arme la plus précieuse et le symbole du statut noble. Un brave chevalier sans épée était comme un roi sans couronne. Beaucoup d'épées gagnèrent même leur propre nom et légende. Les légendes rappellent le mythique Excalibur du roi Arthur ou l'épée Durandal du héros Roland. Les vrais chevaliers médiévaux gravaient souvent sur la lame des prières ou la devise familiale et croyaient que l'épée leur apporterait la victoire. Selon les chroniques de l'époque,
L'épée était une manifestation d'honneur et de pouvoir. Un chevalier se serait senti nu en public sans son épée. Les épées du Moyen Âge avaient habituellement une longue lame droite d'acier de qualité, tranchante des deux côtés. L'épée chevaleresque typique atteignait une longueur d'environ 90 à 100 cm et pesait approximativement 1 à 1,5 kg. Bien qu'une telle arme paraisse puissante, un escrimeur expérimenté la maniait avec une agilité surprenante. D'un seul coup, il pouvait trancher un bouclier de bois et blesser gravement l'adversaire caché derrière. Les maîtres épéistes, forgerons spécialisés dans la fabrication d'épées, utilisaient lors de la trempe et de l'affûtage des techniques avancées, grâce auxquelles les lames étaient solides et en même temps flexibles. Les épées de qualité se transmettaient de génération en génération comme un trésor familial, non seulement en raison de leur prix, mais aussi à cause de la gloire des victoires qui s'y attachaient. Au début du Moyen Âge, les épées dérivaient des modèles romains et germaniques. Elles étaient relativement courtes et larges, destinées principalement à trancher. Les guerriers du haut Moyen Âge, par exemple les Vikings, utilisaient les épées dites à une main, tenues d'une main, tandis que l'autre main portait un bouclier. Ces épées ont une garde simple, poignée avec protection transversale, et une lame plus large, idéale pour de puissants coups tranchants. Les fameuses épées vikings portaient souvent sur la lame l'inscription Ulfbert, qui était la marque de lame franque d'une qualité exceptionnelle, si recherchée qu'elles devinrent un terme dans toute l'Europe. Au XIIe et XIIIe siècle, à l'époque des croisades, les chevaliers européens rencontrèrent aussi les sabres courbes des Sarrasins en Orient. Ces lames courbées étaient excellentes pour les attaques tranchantes depuis le dos d'un cheval. En Europe occidentale s'imposa plutôt l'épée droite, qui pouvait servir pour trancher et pour percer. Les épées courbes de type cimeterre ou sabre ne pénétrèrent en Europe centrale qu'à la fin du Moyen Âge, notamment sous l'influence des Turcs et Tatars dans les Balkans et en Hongrie. Et en Europe occidentale, ne se répandirent qu'à la Renaissance. Jusque-là, pour un chevalier l'épée courbe était plutôt une rareté. Ils appréciaient davantage la polyvalence de la lame droite. Avec le temps et l'avènement de meilleures armures, les armes évoluèrent. Vers le XIVe siècle, les chevaliers lourdement armés portaient de plus en plus souvent de longues épées, dites à une main, et demie ou à deux mains. Ces épées avaient une poignée plus longue, de sorte qu'on pouvait les tenir à deux mains pour un coup plus puissant, mais on pouvait aussi les manier d'une seule main. La longueur d'une telle épée longue pouvait dépasser 120 cm. Contre un adversaire en armure de plate, même le meilleur coup tranchant ne suffisait souvent pas. L'armure de plate d'acier parvenait à repousser les coups de lame. C'est pourquoi les lames d'épée se rétrécissaient et s'effilaient en pointe pour permettre un estoc efficace dans les défauts de l'armure. Apparut par exemple l'estoc, une épée longue et étroite, de section triangulaire, conçue purement pour pénétrer l'armure par attaque d'estoc. Un combattant en armure pouvait ainsi, avec l'estoc, frapper l'ennemi aux endroits qui n'étaient pas couverts de plates épaisses, comme sous le bras, dans la visière du heaume, etc. L'épée était naturellement une arme coûteuse. Une pièce de qualité représentait des mois de travail d'un maître forgeron, et son prix dépassait les moyens du paysan ordinaire. C'est pourquoi elle était dans les batailles, le privilège de la noblesse et des hommes d'armes. Les simples soldats et milices préféraient des armes moins chères, comme les lances, haches ou plus tard, les hallebardes à crochets appropriés pour incendier. Pourtant presque chaque combattant portait au moins une lame courte pour le combat rapproché. Outre l'épée, cela pouvait être une dague. Les chevaliers avaient toujours à la ceinture une dague de combat ou un coutelas, qui servait de dernière défense dans un combat à la vie, à la mort. Il existait même une dague étroite, appelée miséricorde, ou arme de pitié. Avec celle-ci, le vainqueur d'un duel pouvait percer l'adversaire vaincu par un petit orifice dans le heaume ou dans l'armure, et lui accorder ainsi une mort rapide, s'il était gravement blessé. Certains chevaliers, cependant, n'accordaient pas une telle grâce, et préféraient capturer l'adversaire blessé pour une rançon.
Dans un moment, vous apprendrez que tous les combattants ne misaient pas sur l'épée élégante. La guerre médiévale concernait aussi des armes de force écrasantes, masses d'armes, fléaux et haches de guerre, qui ne prenaient pas de gants avec aucune armure. Continuons donc vers l'arsenal suivant du champ de bataille médiéval. Le combat à l'épée devint progressivement aussi objet d'enseignement. Des manuels d'escrime médiévaux conservés, Fechtbooks. Nous savons que chevaliers et maîtres d'armes développaient des techniques élaborées de combat à l'épée. Ils s'entraînaient dans diverses postures, combinaisons tranchantes et d'estoc et défense au bouclier ou à la dague. Bref, l'épée n'était pas seulement du fer lourd, mais avec un entraînement approprié, un instrument mortellement précis. Les épées ne servaient pas seulement dans les batailles. Il existait aussi des épées de cérémonie et des épées d'exécution. L'épée d'exécution avait une pointe émoussée et une lame large pour que la décapitation soit la plus rapide possible. Certaines épées légendaires se sont conservées jusqu'à aujourd'hui comme de précieuses reliques. Par exemple, l'épée de Saint Venceslas, associée au prince tchèque Venceslas, fait partie des joyaux de couronnement et symbolise encore aujourd'hui l'idéal chevaleresque. Tous les combattants dans la bataille ne pouvaient pas se permettre une épée, et une lame tranchante n'était pas toujours le choix le plus efficace. Les haches, masses d'armes, marteaux ou fléaux représentaient une catégorie d'armes qui comptait sur la force écrasante du coup. Ces armes étaient souvent plus simples à fabriquer et moins chères, tout en pouvant causer des dégâts terrifiants, même à un adversaire lourdement cuirassé. Un chevalier en armure brillante pouvait repousser de nombreux coups tranchants d'épée, mais un coup de masse lourde ou de hache pouvait l'assommer, lui briser les os, ou le faire tomber de cheval d'un seul mouvement. La hache appartient aux armes les plus anciennes de l'humanité, et au Moyen-Âge resta une arme populaire des guerriers à pied. Une hache de ferme ordinaire servait bien en cas de nécessité, mais progressivement se développèrent des haches de guerre spécialisées avec un tranchant plus fin et une construction allégée, pour être plus rapides au combat. Un combattant pouvait utiliser la hache d'une main avec un bouclier, ou à deux mains pour une force de frappe maximale. Les vikings et guerriers anglo-saxons s'illustrèrent particulièrement, qui au 9e-11e siècle employaient des haches dites danoises, à deux mains, avec un long manche et un large tranchant. Une telle hache pouvait littéralement trancher un bouclier ou un aume. Selon les chroniques de la bataille de Hastings en 1066, ce furent justement les lourds houscarls anglo-saxons avec leurs haches à deux mains, qui frappaient avec une telle violence qu'ils abattaient, dit-on, d'un seul coup, la tête d'un cheval de guerre normand. Mais les haches n'appartenaient pas qu'aux guerriers nordiques. Au cours du Moyen-Âge, les chevaliers les utilisaient aussi. Par exemple, dans les croisades, la hache chevaleresque s'employa dans le combat rapproché, après que la lance eut servi lors du premier choc. Beaucoup de guerriers nobles donnaient sur le champ de bataille la préférence justement à la hache ou au marteau de guerre plutôt qu'à l'épée, s'ils s'attendaient à un combat d'homme à homme en armure solide. La masse d'armes, ou massue de combat, est une arme qui utilise la pure force de frappe. Elle se compose d'un manche et d'une tête lourde, souvent métallique. Déjà une simple massue de bois peut briser un crâne, mais les masses d'armes médiévales avaient des têtes coulées en fer ou bronze et parfois munies de pointes ou ailettes, dites ailerons, pour concentrer l'impact en un petit point. Un coup d'une telle masse pouvait enfoncer un aume ou briser la clavicule d'un seul coup. Le coup de masse sur un aume de fer résonnait, dit-on, comme un coup sur une cloche. Le chevalier à l'intérieur était par un tel choc souvent immédiatement assommé ou désorienté. Les masses étaient des populaires, chez les cavaliers, comme les fantassins. À cheval, un chevalier avec une masse portait facilement un coup écrasant d'en haut. En terre tchèque, la masse se rendit célèbre, aussi comme un signe de pouvoir des capitaines hussites. Le chef Jan Žižka est habituellement représenté avec une masse à la main. Une arme similaire était le fléau d'armes, en fait une massue métallique, souvent à pointe, destinée à écraser l'armure. Si le fléau avait des clous ou pointes, on l'appelait parfois Morning Star, étoile du matin, ou aussi
Goupillon. Le nom goupillon naquit justement dans les guerres hussites, pour les massues à pointe, dit-on parce qu'avec elles, les combattants aspergeaient littéralement les ennemis de coups comme avec de l'eau bénite. Le marteau de guerre et le fléau de combat, Morgenstern, représentaient d'autres variations d'armes contondantes. Le marteau de guerre ressemblait à un marteau de forgeron miniaturisé ou une masse de démolition. D'un côté une surface plate de frappe, de l'autre souvent une pointe acérée. Un coup de marteau parvenait à percer même une plaque résistante. Et sinon, le choc causait de lourdes contusions sous l'armure. La pointe aiguë du côté arrière pouvait de plus percer les points faibles de l'armure, ou servir à arracher le cavalier de son cheval en l'accrochant par le bord de l'armure ou du bouclier. Une telle arme s'appelait aussi bec de corbin. Elle était efficace surtout au XIVe et XVe siècle, quand les chevaliers portèrent des armures de plate. Le marteau parvenait à les neutraliser, même sans percer le blindage, car la force du coup causait une commotion cérébrale, ou brisait les côtes même à travers la protection. Un chapitre particulier est le fléau, ou masse à chêne. À l'origine, c'était un outil agricole, un fléau pour battre le blé, que le peuple simple prit en main quand il se souleva contre les seigneurs. Les fléaux de bois furent améliorés par les forgerons en les ferrant de pointes de fer, et parfois on les raccourcit pour faciliter leur usage au combat. Naquit ainsi une arme terrible. Les battoirs de fléaux mobiles avaient un énorme pouvoir de pénétration. Lors du mouvement, la tête de fer sur chaîne, ou petit joint, prenait de l'élan et frappait la cible de pleine force indépendamment du mouvement du manche. Il était difficile de parer un tel coup. Les Hussites utilisaient massivement des fléaux ferrés et Morgenstern, surtout lors de la défense du fort de Chariot, quand ils abattaient de cheval chaque cavalier croisé qui osait s'approcher trop près. Grâce aux pointes acérées, ils perçaient même l'armure de maille. Des rapports conservés, nous savons que les chevaliers adverses avaient une terreur de ces armes apparemment ordinaires. Elles étaient en effet mortelles, même pour un guerrier d'élite en armure complète, si un paysan avec un fléau s'approchait assez près de lui. Une des premières batailles hussites à Sudomiège, 1420, montra la force de ces armes improvisées. Une poignée de paysans hussites armés de fléaux et hallebardes parvint là en terrain marécageux à repousser des chevaliers lourdement cuirassés. Les rapports indiquent que les chevaliers en lourdes armures s'enlisaient dans les marécages, tandis que les hussites les frappaient avec des fléaux sur les aumes et les renversèrent dans la boue. Ces armes contondantes ne prenaient pas de gants. En apparence, elles manquaient peut-être de l'élégance de l'épée brillante, mais leur effet était indéniable. Dans un moment, nous révélerons comment une simple lance de bois ou une hallebarde pouvait résister à la lourde cavalerie chevaleresque. Faisons maintenant connaissance avec les armes à plus longue distance, avec les armes d'aste longue, qui régnaient sur les formations d'infanterie. Il vaut la peine de mentionner que certaines de ces armes contondantes survécurent bien longtemps après le Moyen Âge. Par exemple, les masses de cavalerie et marteaux de guerre furent encore utilisés par les Cosaques et autres cavaleries au XVIIe siècle. Certaines rébellions paysannes à l'époque moderne furent armées principalement de faux et fléaux, ce qui témoigne de la profondeur avec laquelle ces armes simples s'enracinèrent dans la culture populaire. L'arme la plus simple et en même temps l'une des plus efficaces de l'histoire est la simple lance, une longue hampe terminée par une pointe. La lance accompagna les soldats depuis l'Antiquité et au Moyen Âge était omniprésente. Pratiquement chaque soldat à pied pouvait recevoir en main un javelot ou une pique. Même un paysan non entraîné avec une lance pouvait menacer un adversaire beaucoup plus noble. Les chevaliers à cheval utilisaient quant à eux de lourdes lances de cavalerie pour des charges écrasantes. Un piquier en formation serrée parvenait à tenir l'ennemi à distance, tandis qu'un chevalier à cheval avec une lance en arrêt pouvait au galop se transformer en projectile déchaîné. La lance était la reine du champ de bataille. Elle décidait des premiers chocs et formait la base de la plupart des armées. Au haut Moyen Âge, XIIe au XIIIe siècle, la lance des chevaliers était longue d'environ 3 à 4 mètres. Le cavalier la tenait sous le bras fermement calé sous la selle, grâce à l'invention de l'étrier qui raffermit son assiette,
et du poids du cheval perçait les rangs ennemis. L'impact d'une telle lance chevaleresque avait un énorme pouvoir de pénétration. Dans les batailles de croisée ou joutes de tournoi, il arrivait souvent que la lance se brise à l'impact contre le bouclier ou l'armure de l'adversaire. Après la rupture de la lance, le chevalier continuait le combat à l'épée, à la hache ou à la masse. La charge violente avec des lances fut longtemps considérée comme la force de frappe insurpassable de l'armée médiévale. Les piquiers à pied trouvèrent cependant bientôt la contre-arme. Ils se serrèrent en formation de forêt, dense de lances, qui résistèrent même à l'attaque de la cavalerie. La cavalerie avait un gros problème pour percer une telle barrière. Imaginons deux armées, juste avant le choc. D'un côté des chevaliers à cheval en armure brillante, de l'autre côté une rangée de fantassins avec de longues lances plantées en terre. Les chevaux se mettent au galop. La terre gronde et la forêt de pointe devant les fantassins se rapproche impitoyablement. Quand vint l'impact, le résultat fut souvent un massacre. Animaux embrochés sur les pics et cavaliers balayés de leur selle. Les chroniques décrivent tant de tels chocs comme un spectacle effroyable, où le sang coulait, dit-on, à flots, et la terre tremblait sous les coups de sabots et de lances. Dès le XIIIe siècle existaient des piques extra longues de 5 à 6 mètres de long, à l'aide desquelles les unités à pied créaient une muraille de pointe. La cavalerie avait un gros problème pour percer une telle barrière. Célèbre hâte la bataille de Courtrai, en 1302, où la milice bourgeoise flamande armée de longues piques dispersa la lourde cavalerie française, enlisée dans la boue. En Écosse, Suisse ou Flandre, les simples piquiers acquirent la confiance qu'ils pouvaient affronter les chevaliers de face. L'apogée de cette tendance furent les phalanges mercenaires suisses du XVe siècle, rangs disciplinés d'hommes avec piques et hallebardes, qui vainquirent les armées chevaleresques réputées de l'époque. Bourguignons, cavaliers habsbourgeois, etc. Les coûts d'entraînement et d'équipement d'un piquier à pied étaient d'ailleurs incomparablement moindres que ceux d'un chevalier. Cela eut aussi un impact social, car le pouvoir de la cavalerie d'élite commença à décliner. La hallebarde et les armes qui lui ressemblent représentent l'aboutissement du développement des armes d'astes. La hallebarde combine lance, hache et crochet en une seule arme. Au bout d'un long manche, couramment autour de 2 à 2 mètres et demi, chez les Suisses jusqu'à 3 mètres, elle a une pointe aiguë, une lame de hache latérale et un crochet recourbé opposé. Une telle arme est très polyvalente. Avec la hallebarde, un fantassin pouvait porter des coups tranchants ou percer, et surtout arracher les cavaliers de cheval à l'aide du crochet latéral. Dans les batailles du bas Moyen Âge, les hallebardes et armes similaires, partisanes, piques, bardiches, etc., dominaient dans l'armement de l'infanterie. Par exemple, les hussites tchèques utilisant des piques à crochet, avec lesquels ils tiraient les hommes d'armes lourds des selles de cheval, puis les achevaient avec des masses ou fléaux. Outre les hallebardes, existaient aussi des piques plus simples, juste une pointe sur longue hampe, et divers outils agricoles adaptés. On connaît par exemple les faux de guerre, quand les paysans fixaient la lame de faux perpendiculairement au manche, créant ainsi une longue hache capable de trancher les jambes d'un cheval. La lance, et ses variantes, étaient l'épine dorsale de la défense et de l'attaque dans la plupart des armées médiévales. Pour le chevalier, elle symbolisait le combat loyal, face à face. C'est justement le célèbre tournoi chevaleresque qui se composait de joutes à la lance. Pour le simple soldat, la lance représentait un moyen par la force collective de se défendre contre des adversaires d'élite. Il n'est pas étonnant que le motif du piquier tenant ferme contre un cavalier lancé devint l'incarnation du courage. Dans un moment, vous apprendrez qu'on pouvait aussi détruire l'ennemi à grande distance, par exemple par une tempête de flèches. Nous attendent arcs et arbalètes, armes de jet médiévales, qui parfois parvenaient vite à renverser le résultat d'une bataille avant que les armées n'aient eu le temps de s'affronter face à face. Certains types d'armes d'astes se sont aussi acclimatés comme armes d'apparat. Les hallebardes tirent le symbole des gardes. On peut encore les voir aujourd'hui dans les mains de la garde suisse au Vatican ou des unités d'honneur de la garde du château.
et la tradition des bannières de cérémonie sur lance a survécu dans les armées jusqu'à aujourd'hui. Fanions et étendards se fixent encore sur de longues lances lors des cérémonies. C'est un rappel amusant de l'époque où la lance régnait sur le champ de bataille. La lance pouvait non seulement être tenue fermement, mais aussi lancée. Le javelot léger était lancé par exemple par les anciens Francs, pour percer les boucliers ennemis avant d'engager le combat rapproché. Les Francs étaient aussi connus pour leur hache de jet, appelée francisque. Ils la lançaient sur le champ de bataille contre l'ennemi juste avant le choc, perturbant ainsi sa formation. De même, on utilisa aussi plus tard, dans une moindre mesure, des javelots légers, chez la cavalerie légère ou l'infanterie, par exemple pour la chasse, ou dans les escarmouches. Imaginez des centaines d'archers aguerris, qui sur ordre lèvent leurs arcs et envoient des flèches vers le ciel. À l'horizon apparaît un instant un nuage sombre, puis s'abat sur les rangs ennemis une pluie mortelle de flèches. L'arc était l'arme de Geth, la plus ancienne de l'humanité, et au Moyen-Âge continua de régner sur le combat à distance. Un bon archer parvenait à cribler l'ennemi d'une averse de flèches depuis une distance de plus de 200 mètres. Les flèches volaient au-dessus des têtes de leurs propres troupes et tombaient sur les adversaires, souvent avant même que les armées ne s'affrontent face à face. Il n'est pas étonnant que les contemporains comparaient la masse de flèches volantes à un orage ou un nuage de sauterelles qui ne parvenait pas à trouver un abri sous un bouclier ou dans une armure n'avait aucune chance contre la tempête de flèches. Le type d'arc le plus répandu en Europe était l'arc long, rendu célèbre surtout par les Gallois et Anglais. C'était un grand arc d'une seule pièce de bois, habituellement d'if, haut, comme un homme, hauteur de plus d'1,5 m. Il avait un énorme pouvoir de pénétration. La force de traction des arcs longs anglais atteignait plus de 100 livres, 45 kg et plus de traction, si bien que la flèche tirée parvenait à courte distance à percer même l'armure chevaleresque. Se sont conservées des découvertes squelettiques d'archers anglais, avec des os marquément hypertrophiés au bras et au dos, preuve qu'un entraînement de toute la vie, avec un arc lourd, transformait littéralement leur corps. Dès l'enfance, ils s'entraînaient au tir quotidiennement. En Angleterre, la loi l'ordonnait même, pour pouvoir à l'âge adulte tendre une arme si puissante. La récompense était une efficacité dévastatrice sur le champ de bataille. Par exemple, dans les batailles de la guerre de 100 ans, Crécy 1003, 146, Poitiers 1356, Azincourt 1415, les flèches des archers anglais dispersèrent des armées françaises plus nombreuses. Les chevaliers français mouraient alors sans même arriver à portée de leurs épées. Ils tombaient sous les flèches ordinaires, tireurs villageois. Les flèches se fabriquaient avec divers types de pointes. La pointe étroite à 4 pans bodkin était conçue pour percer l'armure, tandis que les larges pointes de chasse devaient causer un maximum de blessures tranchantes aux cibles non protégées ou aux chevaux. Les tireurs utilisaient aussi parfois des flèches incendiaires enrobées de pois pour causer un incendie dans le camp ennemi ou sur le château assiégé. La vitesse de tir de l'arc long était inouïe. Un tireur habile parvenait à lâcher 6 à 10 flèches par minute, ce qui dépassait plusieurs fois la cadence de toutes les autres armes de l'époque. C'était littéralement une mitrailleuse médiévale. Un chroniqueur compara le travail des archers anglais à une fileuse au rouet. Si vite leurs mains s'agitaient, dit-il en tirant la corde et en encochant de nouvelles flèches. Bien sûr, on ne pouvait tirer à plein régime longtemps. Les muscles se fatiguaient et le carquois de flèches se vidait vite. Chaque archer portait au combat environ 60 flèches. C'est pourquoi on tirait en salve par intermittence et les flèches étaient soigneusement économisées pour le moment décisif. Les commandants envoyaient des valets ramasser les flèches intactes du champ et les rapporter aux tireurs. L'effet du tir de masse était dévastateur, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. L'ennemi avançant sous la pluie de flèches perdait souvent courage avant même d'arriver au combat rapproché. Mais l'arc exigeait un entraînement difficile et de la force. C'était son inconvénient. Mais il existait une arme qui changea les règles du jeu,
l'arbalète. L'arbalète, appelée aussi à l'époque arbaleste, est un arc fixé sur une crosse de bois avec un mécanisme de détente. Pour la tendre, n'était pas nécessaire une préparation de toute la vie, ni une force extraordinaire de l'individu. Les dispositifs de tension, levier, treuil, dites pieds de biche, permirent d'utiliser même une force que les mains humaines seules n'auraient pas développée. L'arbalète tirait de courtes flèches appelées carreaux, qui avaient un corps plus épais, et souvent une pointe à 4 pans, capable de percer l'armure de mailles comme de plate. L'avantage de l'arbalète résidait dans le fait qu'on pouvait la charger tendue. Le tireur pouvait la préparer à l'avance, viser, puis d'une seule pression sur la détente, lâcher le projectile mortel. Cela permettait une visée plus précise et un tir de surprise. Le côté sombre de l'arbalète était la lenteur du tir. Une arbalète puissante devait être tendue par le tireur à l'aide d'une manivelle ou système de levier, parfois des dizaines de secondes, tandis que l'archer lâchait pendant ce temps plusieurs flèches. Les arbalétriers combattaient donc souvent depuis des positions défensives, depuis les remparts, derrière des pavois ou depuis un fort de chariots, pour avoir le temps de repréparer l'arbalète. Pourtant l'arbalète se répandit à partir du XIIe siècle dans toute l'Europe et devint la terreur des chevaliers. Pour la première fois dans l'histoire, un simple fantassin pouvait d'un seul tir abattre un chevalier noble en armure complète. Pour cette raison, l'Église considérait l'arbalète comme une arme impie. Au second concile du Latran, en 1139, le pape interdit expressément l'usage des arbalètes contre les chrétiens, contre les infidèles. Il les autorisa cependant. Cette interdiction eut toutefois très peu d'effet. Toutes les armées comprenaient la valeur de l'arbalète et continuèrent à l'utiliser. Un arbalétrier pouvait être entraîné en quelques semaines, tandis qu'un archer devait être formé par le seigneur pendant des années. Il suffisait de recruter des mercenaires, de les équiper d'arbalètes, et des compagnies mortelles de tireurs étaient prêtes. L'arbalète s'employa excellemment dans la défense de châteaux et forteresses, mais combattit aussi en rase campagne aux côtés des piquiers. Les arbalètes lourdes, puissantes arbalètes à arc d'acier tendues par treuil, avaient une portée similaire à l'arc long, et leurs traits perçaient presque tout. La force des arbalètes témoigne aussi du destin de célébrité. Le roi anglais, Richard Cœur de Lion, succomba justement au coup d'un trait d'arbalète, qui l'atteignit lors du siège d'un château. Dans les combats en rase campagne, les tireurs d'arbalètes se couvraient de grands boucliers, dits pavois, derrière lesquels ils se cachaient lors du rechargement. La tactique de combat combinait souvent différents types de troupes. Par exemple, dans les républiques urbaines italiennes du XIVe siècle, on trouve des formations de piquiers protégeant des groupes d'arbalétriers. Et à la fin du XVe siècle apparaissent les premières armes à feu, qui vont concurrencer les arbalètes. Les champs hussites étaient déjà sillonnés, outre les flèches et carreaux, par les balles de Coulevrine. L'arc et l'arbalète représentaient la mort silencieuse et efficace à distance. Les rois recrutaient des milliers de tireurs pour obtenir l'avantage sur le champ de bataille. Face à eux, l'adversaire souvent n'arrivait même pas au combat d'homme à homme. Dans un moment, nous révélerons quelles armes aidaient à prendre les châteaux imprenables. Nous attendent les terribles machines de siège, catapultes, trébuchets et autres inventions des sièges médiévaux. À côté des arcs et arbalètes, s'employèrent au Moyen-Âge parfois aussi des armes de jet plus simples. La fronde, une lanière de cuir pour lancer des pierres, était bon marché et accessible, bien qu'exigeant une grande habileté. Sa portée et son effet n'atteignaient certes pas l'arc, mais des combattants non entraînés, voire des enfants, pouvaient avec elle s'engager dans le combat. Les Hussites, par exemple, recrutaient des adolescents appelés frondeurs, qui criblaient les croisées de pierres à la fronde. Même une pierre ordinaire volant au visage pouvait mettre un adversaire hors de combat, et au minimum inspirer la peur et distrayer l'attention des ennemis. Parmi les corps d'arbalétriers célèbres, figuraient par exemple les arbalétriers génois, recrutés par les rois français. À la bataille de Crécy, en 1346, ils formaient l'avant-garde de l'armée française, mais pâtirent du mauvais temps et du tir plus rapide des arcs anglais. Une averse violente humidifia leurs cordes, tandis que les archers parvenaient à tirer même sous la pluie.
Cet épisode montra les forces et faiblesses de l'arbalète en pratique. Une grande partie des conflits médiévaux ne se déroulaient pas en rase campagne, mais autour de châteaux et villes fortifiées. Les sièges étaient une forme de guerre traînante et psychologiquement éprouvante. Les défenseurs se cachaient derrière de hautes murailles et les attaquants cherchaient à les affamer ou les percer. À cela servait l'arsenal des machines de siège qui parvenaient à détruire les murs ou tuer à distance même des ennemis bien protégés sur les remparts. L'outil de siège fondamental était le bélier, une lourde poutre à tête métallique, suspendue à des chaînes sous un auvent. Un groupe d'hommes forts la balançait, et par des coups répétés brisait la porte ou le mur. Le parti défendant cherchait à s'y opposer en jetant des pierres, poutres ou en versant de l'eau bouillante et de l'huile sur les attaquants. Pour franchir les murailles, servaient aussi les tours de siège, constructions mobiles de bois hautes comme le rempart, qu'on amenait contre le mur, pour que par leur pont-levis les soldats puissent escalader sur la muraille. Les défenseurs cherchaient à les incendier ou renverser avant que la tour n'arrive au mur. L'arme la plus redoutable du siège était cependant les machines de jet. Dès l'Antiquité, existaient des catapultes, sur le principe du bois fléchi ou de cordes tordues, par l'onagre romain. Mais la machine médiévale suprême devint le trébuchet à contrepoids. Il s'agissait d'une énorme fronde, un long bras avec contrepoids tombait et catapultait depuis la fronde à l'autre bout un projectile. Habituellement, une boule de pierre pesant des dizaines voire centaines de kilos, à une distance jusqu'à 200 ou 300 mètres. De tels projectiles parvenaient à abattre les murailles. Les mentions dans les chroniques parlent d'énormes trébuchets, qui lançaient des pierres pesant plus de 100 kilos. Le roi Édouard Ier fit construire en 1304, lors du siège de Stirling en Écosse, un trébuchet surnommé Warwolf, guerrier loup, dit-on le plus grand de son espèce. Les ennemis se rendirent plutôt dès qu'ils le virent assemblé. Les trébuchets s'utilisaient aussi pour la guerre psychologique. Ils lançaient dans les villes des corps morts et carcasses d'animaux, pour répandre la peur et la contagion. Lors du siège de Kaffa en 1346 par exemple, les Mongols jetaient leurs catapultes par-dessus les murailles les corps de victimes de la peste. Ils causèrent peut-être ainsi inconsciemment la propagation de la mort noire en Europe. Un chapitre spécial des armes de siège était le dit feu grégeois. Ce mélange incendiaire secret fut utilisé à partir du 7e siècle par l'Empire byzantin pour se défendre contre les Arabes. Le liquide inflammable était projeté en jet sur l'ennemi à l'aide de siphons, sorte de pompes, ou lancé dans des récipients. Le feu grégeois brûlait même sur l'eau et ne s'éteignait pas facilement. Il apporta ainsi aux Byzantins beaucoup de victoires dans les batailles navales et lors de la défense de villes. Pour les assiégeants, cette fournaise liquide représentait une pure terreur. Un autre type de machine de jet était la baliste, arbalète géante, qui tirait des flèches de la taille de lances ou des boules de pierre. Les balistes étaient précises, mais n'avaient pas une telle force que le trébuchet. Beaucoup de forteresses médiévales capitulaient donc plus tôt, si l'attaquant construisait des machines de siège assez puissantes et avait la patience. Les défenseurs avaient cependant aussi leurs armes. Les forteresses étaient construites toujours plus ingénieusement, fossés d'eau, murailles multiples, tours rondes plus résistantes aux tirs, et le combat pour les murailles devint ainsi un duel de technologie entre attaquants et constructeurs de fortifications. Les défenseurs se défendaient aussi de toutes les façons. Ils versaient depuis les remparts sur les attaquants de la poix et de l'eau bouillante, jetaient des pierres, mais inventaient aussi des ruses. Quelque part, ils lançaient, dit-on, dans les rangs des assiégeants des ruches d'abeilles, ou jetaient des pointes métalliques aiguës dans l'herbe, pour blesser les soldats et chevaux ennemis. Le combat pour les murailles était ainsi non seulement de force, mais aussi un duel ingénieux d'inventivité. Les machines de siège étaient impressionnantes, mais leur service était complexe, et leur construction durait des jours, voire des semaines. De plus, pour abattre des châteaux vraiment solides, il fallait des machines de dimensions énormes et beaucoup de munitions. Au XIVe siècle cependant, l'Europe fut parcourue par la nouvelle d'une invention qui devait changer à jamais les sièges. Apparut la poudre à canon, et avec elle,
les premiers canons primitifs. Soudain, il y eut un moyen, du point de vue des défenseurs littéralement magique. Un boulet de fer tiré d'un canon parvenait à percer une muraille d'un seul coup. Les machines mécaniques commencèrent rapidement à vieillir. La dernière grande ère des trébuchets se termina vers le milieu du XIVe siècle. Puis les bombardes et canons les remplacèrent sur les champs de bataille. C'est justement à eux que nous consacrerons le chapitre suivant. Au milieu du XIVe siècle, apparut sur les champs de bataille européens un nouvel élément igné. Les premiers rapports sur l'usage de la poudre à canon et des canons firent l'effet aux contemporains d'une apparition du diable. Quand et où exactement les Européens rencontrèrent cette invention n'est pas clair. La poudre à canon naquit en Chine plus tôt et parvint en Europe apparemment par le monde arabe. Il est certain que vers 1350 quelques armées utilisèrent déjà des armes à feu primitives. Ces premières bombardes étaient en gros des tubes métalliques ou de fonte d'où on tirait par explosion de poudre des boulets de pierre ou de fer. Ces canons précoces étaient énormes et lourds. Une grande bombarde médiévale pouvait peser plus de 6 tonnes, et pour son déplacement il fallait des dizaines de chevaux ou bœufs. Les canons s'employèrent rapidement dans les sièges. Le projectile d'une bombarde perçait même une muraille solide plus vite que des milliers de coups de trébuchet. Les rapports de 1453 décrivent d'énormes canons que le sultan Mehmed II employa lors de la prise de Constantinople. D'énormes bombardes de bronze détruisirent là les murailles antiques, qui pendant des siècles avaient résisté à toutes les machines. Les premières armes à feu étaient maladroites, mais inspiraient effroi et panique. Le tir du canon s'accompagnait d'un éclair de feu, d'un fracas assourdissant et de nuages de fumée. Les chevaux s'effarouchaient et les gens se signaient d'horreur, car ils n'avaient rien vécu de semblable auparavant. Les gros canons étaient de plus capables de tuer plusieurs soldats à la fois. Le boulet de canon pouvait rebondir sur le sol et faucher les rangs de fantassins. Dès le XIVe siècle, les lourdes bombardes apparurent aussi sur les champs de bataille. Souvent on les transportait cependant démontées sur des chariots, et on ne les assemblait qu'avant le combat. Pour se défendre contre elles, les chevaliers tentaient de renforcer leurs armures. Apparurent même les premiers éléments d'armure de plate testée contre les tirs, dites plaques, à l'épreuve de pistolet. Mais la course entre armure et projectiles ne dura pas longtemps. La force des armes à feu croissait rapidement, et aucun blindage pratiquement portable ne pouvait plus protéger le guerrier de façon fiable. À côté des gros canons naquirent de bientôt aussi les arquebuses, armes à feu portatives. Les premières d'entre elles, appelées parfois coulevrines, d'après leur forme, étaient en fait de petits canons à main, canons métalliques sur crosse de bois, allumés par un fer rouge ou mèche au trou de contact. Le tireur à la coulevrine devait plutôt deviner sa cible. La portée efficace n'était que de quelques dizaines de pas, et la précision minime. Pourtant le tir parvenait à percer même une armure de qualité. La détonation forte et la fumée agissaient de plus sur l'ennemi psychologiquement. Au cours du XVe siècle, les armes à feu portatives se perfectionnèrent. Elles reçurent un mécanisme de détente simple. La dite hackbut avait sous la crosse un crochet pour amortir le recul et un dispositif de visée primitif. À la fin du siècle apparut aussi la première arquebuse à boutons avec platine à mèche qui permit de viser et tirer depuis l'épaule. Les armes à feu cependant complétaient, plutôt qu'elles ne remplaçaient complètement, les armes traditionnelles. Les tireurs à arquebuse étaient employés avec les archers et arbalétriers et couverts par une muraille de piques devant la cavalerie. Un chapitre unique furent les guerres hussites, 1419 à 1434, où les armes à feu s'employèrent dans une mesure jamais vue. Les hussites expérimentèrent avec de nouveaux types de canons et arquebuses. Leur fort de chariot typique était littéralement une forteresse mobile, armée de coulevrines et canons légers, appelés obusiers, parce qu'ils tiraient dans les groupes d'ennemis. De ce nom naquit la désignation ultérieure, obusier, howitzer. Ils utilisaient aussi de plus gros canons, tarasnis et bombardes, qu'ils disposèrent sur les remparts des chariots.
La cavalerie chevaleresque, habituée à dominer les champs de bataille, se trouva soudain sous un tir écrasant depuis les chariots, et fut souvent mise en fuite avant même d'avoir pu s'approcher du fort de chariots. Les coulevrines avaient aussi un effet énorme sur le moral. Beaucoup de mercenaires croisés n'étaient pas disposés à affronter les machines infernales qui crachaient fumée, feu et mort. D'un autre côté, les armes à feu au début n'étaient pas fiables. Par temps de pluie, elles prenaient l'humidité et faisaient défaut, ou même explosaient et blessaient leurs servants. Cela arriva aussi à un des capitaines hussites, quand une Tarasnis lui explosa prématurément. À la fin du XVe siècle, les armes à feu devinrent partie intégrante des armées. Un chevalier avec épée et lance n'avait plus de chance, s'il faisait face à un détachement de mousquetaires soutenus par des piquiers. Les armes médiévales, épées, arcs, armures, disparurent ainsi progressivement et commença l'âge de la poudre noire. Encore quelque temps, on utilisa les arbalètes, par exemple pour la chasse silencieuse ou pour tirer depuis les navires, mais elles aussi cédèrent finalement aux armes sur le principe de l'explosion. La poudre à canon changea tout en somme. Les mentions d'armes à feu portatives apparaissent aussi dans les chroniques de bataille de la fin du XIVe siècle. Par exemple, en 1382, à la bataille de Beverhout, en Flandre, les bourgeois auraient utilisé contre les chevaliers aussi bien des arbalètes que des arquebuses primitives. En grand, les arquebusiers et mousquetaires s'imposèrent au début du XVIe siècle, quand commença pleinement l'âge de la poudre à canon. Beaucoup d'armes à feu précoce reçurent leur nom d'animaux. Par exemple, le lourd canon français coulevrine signifie couleuvre et mousquet signifie en italien cresserelle. Cela aussi montre à quel point l'artillerie était alors un phénomène nouveau et exotique. L'avènement des armes à feu signifia ainsi un changement social fondamental. Disparut progressivement la caste médiévale des chevaliers cuirassés, et à leur place arrivèrent des armées de masse de tireurs et artilleurs à pied. L'invention du canon présagea en même temps la colonisation moderne. Les puissances européennes, armées d'artillerie navale, acquirent la supériorité sur le reste du monde. Mais c'est déjà une autre histoire qui dépasse le cadre du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a peut-être pris fin, mais ces armes vivent encore dans notre conscience et dans le monde moderne. Beaucoup de termes de l'armement médiéval ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le mot pistolet vient de la coulevrine hussite tchèque, et les obusiers donnèrent leur nom aux obusiers modernes. La baïonnette, sur le fusil actuel, remplit en gros le même rôle que la lance dans les mains du fantassin médiéval. Le soldat peut avec elle atteindre l'ennemi à portée de baïonnette, comme jadis le piquier avec sa pique. Même l'armure chevaleresque a son équivalent lointain dans les gilets pare-balles et casques Kevlar d'aujourd'hui, qui protègent soldats et policiers. Et le dit bélier, utilisé par les unités d'intervention pour enfoncer les portes, ne diffère pas tant de celui du Moyen-Âge. Les armes médiévales ne cessent de nous fasciner. Même à l'époque des missiles guidés laser et des drones, l'image du chevalier tenant une épée ou de l'archer bandant un arc reste un symbole puissant de combat et de courage. L'escrime historique, le tir à l'arc ou à l'arbalète sont devenus des sports et loisirs populaires. La culture populaire n'oublie pas non plus les armes médiévales. Dans d'innombrables films, séries, jeux ou romans fantasy, les héros livrent des duels à l'épée, tirent à l'arc ou prennent des forteresses Pekio à l'aide de catapultes. Ces scènes d'aventure prouvent que les armes du Moyen-Âge stimulent encore notre imagination. Dans le monde entier, les gens organisent des reconstitutions de batailles célèbres, où revivent épées, hallebardes et canons, bien sûr avec des imitations sûres et sous surveillance de médecins modernes. Pourtant, la vue de ces armes éveille en nous le respect pour nos ancêtres, qui avec elles livraient des combats à la vie et à la mort. Pour finir, mentionnons qu'en dehors de l'Europe aussi, se déroulaient des combats médiévaux avec leurs armes spécifiques, par exemple en Inde et Asie du Sud-Est. Les souverains employaient des éléphants de guerre vêtus d'armure, qui parvenaient par leur force à disperser les rangs d'infanterie. Et dans beaucoup de cultures, se maintinrent les armes traditionnelles jusqu'à l'époque moderne.
Un samouraï japonais, par exemple, au XVIe siècle, donnerait encore la préférence à l'épée katana, bien que les armes à feu aient déjà pénétré aussi au Japon. Finalement, nous pouvons réaliser que les armes médiévales ne sont pas seulement des pièces de musée, elles font partie de notre histoire, culture et langue. Quand nous disons aujourd'hui, par exemple, mettre le couteau sous la gorge ou d'en tirer l'épée, au sens figuré, nous faisons référence à des armes anciennes. Ces outils formèrent l'histoire, influencèrent l'évolution des nations et laissèrent une trace dans la mémoire collective de l'humanité. Quand nous nous retournons sur cette période, nous pouvons admirer l'énorme inventivité et adaptabilité des gens d'alors. De la chute de Rome à la fin du XVe siècle naquit toute une série de nouvelles armes comme réaction aux conditions changeantes du combat, de la simple lance au premier canon. Chaque innovation, que ce soit l'étrier permettant la lourde cavalerie ou la découverte de la poudre à canon, provoqua sur le champ de bataille une révolution et changea la stratégie de guerre. Ces armes anciennes témoignent ainsi de la créativité humaine à chaque époque. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'expédition dans le monde des batailles et armes médiévales vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu, je serais content que vous lui donniez un like et la partagiez sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On travaille déjà sur d'autres vidéos qui vous mèneront dans des époques fascinantes de l'histoire. Vous avez donc de quoi vous réjouir. Au revoir pour la prochaine vidéo.